va chercher des sensations fortes et des émotions fortes grâce à des drogues ou d'autres substances, grâce à des films, grâce à des jeux vidéo, etc., ou à des expériences extrêmes. Parce qu'on n'a plus, de façon naturelle, spontanée, évidente, cette ouverture à tous les possibles de la vie qui font qu'on n'a pas besoin de ces subterfuges et de ces artifices. On peut vivre en permanence dans tout ce que la vie offre en allant le plus loin possible parce que ce ne sera jamais trop loin. Justement, tu as évoqué la gestion des émotions. On parle souvent en ce moment de gestion des émotions. Est-ce que faire une juste place aux émotions et arriver à les rencontrer de façon le plus détendue, est-ce que ça paraît plus exact ou pas du tout? Oui, c'est très juste. Je voudrais simplement faire une petite parenthèse de linguistique. Nous, les Français, en ce moment, j'espère que ça va changer, nous avons, et je dis bien les Français parce que les Belges, les Suisses et les Canadiens sont différents, et les francophones du reste du monde aussi. Mais en France, on a une difficulté avec les traductions. Souvent, on appauvrit les textes de langues étrangères en n'employant qu'un seul mot. Les anglo-saxons, ils vont dire handle une émotion. C'est comment je la manipule, comment je fais avec. Cope with, ça veut dire comment j'y fais face. Alors oui, de temps en temps, ils disent manage an emotion. Mais dans le langage anglo-saxon, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus pragmatique que nous, que ce qu'on en fait nous avec le mot gestion. Donc de toute façon, déjà dans les traductions, elles sont trop simplistes et réductrices. Puis après, si on écoute simplement notre langue à nous, gérer c'est autre chose. On gère un portefeuille, on gère un budget, on gère des produits. Mais dans le domaine humain, c'est pas une bonne idée. Donc, trouvons d'autres choses. Vivre nos émotions, les accueillir, les accepter, les observer, ce qu'on veut d'ailleurs. Parce que on n'a pas besoin d'avoir un seul verbe, une seule action par rapport aux émotions. Toute la palette de nos compétences humaines, elle peut jongler. On peut jongler avec les émotions, avec toute la palette de nos compétences humaines. Et chaque fois de façon différente, et chaque fois en fonction de notre sensibilité, de notre singularité. Tout à fait. Et je crois que moi, je fais un lien entre la rationalité et l'objectivation, l'objectivité. Et donc, il est vrai que quand on essaye d'objectiver l'humain, on perd de l'information. De toute façon, même si c'est pas dans la traduction d'une langue à l'autre, le fait de vouloir procéder à une automatisation sur du vivant, on est en train d'appauvrir forcément le réel, hein, d'une certaine façon. Complètement, et ça c'est très bien dit aussi, c'est très important. Je propose à nos auditrices et auditeurs de prendre des notes de ce que tu dis dans cet entretien, parce que vraiment, tu dis avec des mots extrêmement justes des choses qui sont fondamentales à mon avis en ce qui concerne la psychologie de l'être humain, et ça répond même à des questions que je me pose moi depuis des années. Je trouve que tu as l'art de la formule et que tu le dis de façon Merci. très très juste. Donc, Merci beaucoup. Moi, ça me touche. merci. Je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, Franck Lobvet, qui, c'est pas écrit, je crois, mais c'est oralement, il a dit: «La souffrance, c'est le refus de la douleur». Et ça m'a vraiment parlé, ça m'a percuté. Et donc, je voulais partager ça avec toi et voir qu'est-ce que ça te fait quand je te partage cette phrase. Oui, je trouve ça très juste aussi dans l'expérience humaine, parce qu'il y a une grande différence entre la douleur et la souffrance. Et la souffrance, c'est souvent ce qu'on fait. On fait de notre mieux, bien sûr, mais c'est ce qu'on fait de notre vie, d'une situation, d'une douleur ou d'une difficulté, ou d'une problématique, d'un questionnement. La souffrance vient de la façon dont je considère et je vis la situation, donc par exemple la douleur. Mm. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devrait faire autrement, hein. La souffrance, c'est comme une émotion. Peut-être qu'un jour, ça fera partie des émotions. La souffrance, elle vient aussi nous informer sur ce qu'on est en train de vivre. Et parfois, c'est difficile, c'est rude. On ne sait pas comment se débrouiller face à telle situation. Donc, la souffrance, elle est là
pour nous permettre de trouver un chemin créatif qui va nous faire sortir de la difficulté, du malheur ou de la douleur. Ouais. Eh ben, merci pour ce rebond. Et une question que je me pose depuis le début, parce que là, vraiment, justement, t'avoir écouté dans tes entretiens précédents m'a aidé justement à un petit peu affiner certaines choses. Et je me suis demandé, est-ce que vouloir accéder au pouvoir est un gage d'insensibilité? Non, et c'est une question très intéressante. Vouloir accéder au pouvoir, c'est une ambition, et l'ambition est saine. L'ambition, on a besoin de pouvoir vivre ses ambitions, ses aspirations, parce que nos désirs, parce qu'on souhaite vraiment donner forme à nos désirs. Hein. Donc, tu parlais d'information. Information, c'est donner forme. C'est comment la forme va s'inscrire, par exemple, à l'intérieur de nous, et comment on va pouvoir justement en tenir compte. Accéder au pouvoir, ça peut être une ambition saine. Tu accèdes à ton pouvoir en créant ta chaîne YouTube, en invitant des personnes, en posant des questions, en animant ces entretiens, ces rencontres et en disant si finement, si précisément ce que tu constates du réel. Tu accèdes à ton pouvoir. Là où ça devient plus difficile, voire malsain, c'est quand on fait une espèce d'obsession de la quête de pouvoir à un niveau politique, que ce soit dans un groupe, une association, une entreprise ou un pays ou une ville ou une région. C'est le fait de vouloir se mettre au-dessus des autres. Et à mon avis, ce n'est déjà plus du pouvoir. Il faudrait qu'on trouve un autre terme, c'est de la domination, on va dire. Ça me semble malsain. Parce que aucun être humain n'est supérieur à un autre être humain. Aucun. Quel que soit le niveau d'argent, le niveau financier de notre budget mensuel, notre niveau d'études, notre taille, notre langue, etc., il n'y a jamais, notre âge aussi, notre genre, il n'y a jamais aucun humain supérieur à un autre être humain. Ça, ce ne sont que des fantasmes, ce sont des constructions qui sont faites justement pour dominer. Donc accéder à son propre pouvoir ou donner du pouvoir à l'autre, ce qui est aussi très important, ça me semble non seulement beau et bon, mais c'est important qu'on le fasse chacune et chacun. En revanche, ceux qui veulent assurer leur domination d'une façon ou d'une autre sur les autres, le plus souvent, surtout si c'est dans la durée, le plus souvent se coupent de leur sensibilité ou d'une partie de leur sensibilité pour pouvoir le faire. Parce que si je reste dans ma bienveillance, mon empathie, ma sensibilité, je ne peux pas écraser l'autre. Je vais forcément tenir compte d'elle ou de lui. À un moment ou un autre, on n'est pas forcément conscient de tout le temps et tout de suite. Mais dans un second temps, je vais dire, ah oui, là j'ai dit ça ou j'ai fait ça va pas. Et on vient dans une espèce de repentir, comme on dit en peinture, on revient, on fait une retouche, on va voir la personne, lui, je suis désolé, là, je me suis mal comporté ou ce que j'ai dit est un peu trop fort. Et pof, la relation se rééquilibre. C'est ça la sensibilité. On n'est pas forcément dans une conscience de notre sensibilité tout le temps. On a aussi chez les humains besoin d'un second temps dans lequel on prend conscience de ce qui s'est passé pour nous, grâce à notre sensibilité. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de développer. Je vais aller un petit peu plus loin dans ce qui s'est réveillé à l'intérieur de moi quand je t'ai écouté. Je suis allé dans cette direction-là en me disant, il y a une fermeture du cœur de la part d'une partie importante de l'humanité, ce qui fait que pour ressentir quelque chose, elle doit aller plus loin. Elle doit pousser le bouchon plus loin. Et donc je me dis à la fois les émotions, les sensations sont redoutées, mais elles sont aussi recherchées dans une absence de limite qui est due au fait de ne pas ressentir un émerveillement qui est à portée de main partout en fait. Quelque Oui, chose de ce style-là. Et je me disais, l'hypersensibilité, ou ce qu'on appelle l'hypersensibilité, puisque là on est en train de justement voir que c'est un mot trompeur quelque part, l'hypersensibilité pourrait être à la fois une limite, puisque en fait, peu de choses suffisent à l'émerveillement, que les hyposensibles n'ont pas, alors qu'on pense souvent l'inverse, que la sensibilité amène trop loin. oui, c'est ça. La sensibilité ne nous amènera jamais trop loin. La sensibilité est forcément liée à l'ouverture du cœur et j'allais dire l'ouverture du corps, ce qui est peut-être plus difficile pour les hommes que pour les femmes, encore que ça dépend des femmes et des histoires et ça dépend des hommes et des histoires. Mais en tout cas, la sensibilité, elle est forcément dans l'ouverture, dans l'échange, dans la fluidité et elle permet justement d'aller explorer jusqu'aux confins du possible, jusqu'aux confins des possibles. Et les confins des possibles, ça va être dans le corps,
dans le cœur, mais ça peut être dans l'âme aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des expériences spirituelles qui sont racontées par des personnes très sensibles, qui sont fabuleuses, même si on ne fait pas les mêmes. On se dit, waouh, là, cette personne, elle a vécu quelque chose de très très fort parce qu'elle est allée loin grâce à cette sensibilité. Et quand on est dans le respect, l'accueil, et aussi l'émerveillement face à notre sensibilité et celle des autres, comme je disais tout à l'heure, on vit dans une richesse fabuleuse de tout ce qui est vivant. Si on n'est pas dans cette richesse fabuleuse et permanente de ce qui est vivant, parce qu'on s'est coupé de sa sensibilité ou d'une partie de sa sensibilité, parce qu'on a fermé son cœur, eh bien on va chercher des subterfuges, on va chercher des artifices. Et comme la technique est très forte maintenant, le virtuel, mais aussi les drogues, y compris les médicaments, hein, on va chercher des sensations fortes et des émotions fortes grâce à des drogues ou d'autres substances, grâce à des films, grâce à des jeux vidéo, etc., ou à des expériences extrêmes. Parce qu'on n'a plus, de façon naturelle, spontanée, évidente, cette ouverture à tous les possibles de la vie qui font qu'on n'a pas besoin de ces subterfuges et de ces artifices. On peut vivre en permanence dans tout ce que la vie offre en allant le plus loin possible parce que ce ne sera jamais trop loin. C'est ce qui fait que l'hyperstimulation en fait d'un monde, comment dire? Déterminé par l'hyposensibilité, fait que les hypersensibles sont d'autant plus visibles dans leur décalage puisque, il y a pléthore de, je sais pas moi, rien que visuellement là, quand on est dans une ville, au niveau sonore, au niveau visuel, c'est un enfer en fait. Moi j'ai vécu 13 ans en ville et il y a que quand je suis parti, de cette ville qui était Lyon, que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, mais 13 ans c'est beaucoup et à la fin quand je suis parti et que je suis venu en Bretagne, mais j'ai découvert, je pressentais, hein, mais j'ai découvert à quel point c'était incroyablement ressourçant pour moi, l'horizon dégagé et l'absence de pub, de bruit, de oh là là, le plaisir que ça a été et puis voilà, je suis pas parti depuis. Oui, ça c'est formidable parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et c'est quand on fait l'expérience que tu fais depuis que tu es en Bretagne qu'on se rend compte à quel point on était en deçà. Même si Lyon est une ville formidable, et il y a plein de villes formidables en francophonie, mais quand on a trouvé le lieu qui nous permet justement d'être dans cet infini, dans cet infini du vivant et de la sensibilité, waouh, on respire et on vit de façon tout à fait différente. Et c'est important que chacune et chacun de nous le trouve, parce que alors justement, cette hyperstimulation, qui est la caractéristique euh, dans le vécu des personnes hautement sensibles, hein, la caractéristique scientifique, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations, et ça débouche sur l'hyperstimulation, donc la saturation. C'est que nous, personnes hautement sensibles, nous avons besoin de bien connaître ça pour sentir la saturation arriver. Alors au début, c'est quand la saturation est bien là qu'on se dit « Ouh là là, je n'en peux plus », on se débrouille pour faire une pause ou s'extraire de ce qui nous épuise, mais plus on connaît sa sensibilité et sa capacité à être surstimulé, plus on va anticiper en se disant « Là, ça commence à chauffer ou à être trop, j'ai besoin de me retirer ou de faire une pause ou de me reposer ». Donc ça, c'est très important pour les personnes hautement sensibles, de vraiment connaître ça. Après, concernant le monde, moi j'ai coutume de dire que la sensibilité est l'avenir du monde parce que j'y crois. Certes, c'est une utopie et on sait que les utopies, c'est ce qui permet de transformer le monde. Euh, mais en même temps, pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas vivre sans la sensibilité. L'humain a besoin de sa pleine sensibilité. Donc, parfois, j'imagine euh, un roman un peu fou ou une bande dessinée un peu folle dans lesquelles il y aurait eu une espèce de fin du monde, de chaos, et que finalement les seuls survivants ce seraient les personnes hautement sensibles parce qu'elles auraient pressenti avant le chaos, avant la destruction du monde, que saturation oblige, elles avaient besoin, comme toi, d'aller en Bretagne, d'aller dans des coins préservés, et que finalement c'est tous ceux qui sont pas assez sensibles, tous les hyposensibles, et j'en suis très désolé pour elles et pour eux, hein, qui vont s'épuiser, mourir de maladie ou de burn-out ou de crise cardiaque ou de surmédication ou de je ne sais trop quoi, parce qu'elles n'auront pas été assez attentives et à l'écoute de leur corps et de leur sensibilité. Ouais, bah, super ça et j'ai une question qui vraiment, est la suite logique de ça pour moi. En fait, je vais te citer, je t'ai entendu dire,
jusqu'à 7 ans, tous les enfants sont hypersensibles. Donc si je te suis, les adultes ont fermé leur sensibilité à un moment donné. Et donc, je me demande si, sous le masque de l'hyposensibilité, tous les humains, ceux qui n'ont pas rencontré leur sensibilité, ont un hypersensible, mais à bout, quoi, à bout de souffle. Oui, oui, c'est mon hypothèse depuis longtemps. Ok. C'est mon hypothèse depuis longtemps que tous les enfants naissent ultra sensibles, restent jusqu'à à peu près 7, 8, 9 ans, ça dépend des enfants, et que, effectivement, à cause de l'adaptation qu'on demande aux enfants, développer sa rationalité, ne plus exprimer ses émotions, rentrer dans le rang, etc., la plupart des enfants, 70% d'entre eux, deviennent des adolescents, des adultes hyposensibles parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Et ils se sont suradaptés pour pouvoir survivre dans un monde qui est défavorable à la sensibilité, sauf que il y aurait 30% de résistants au bon terme, cette fois-ci de la résistance, qui disent non, ben moi ma sensibilité c'est moi, mon cœur c'est moi, je suis humain, je reste sensible, et tant pis si ça va être difficile de vivre comme ça, c'est un choix plutôt inconscient. À mon avis, il y a aussi des enfants et des adolescents qui font ce choix consciemment, mais la plupart du temps c'est un choix inconscient, mais on reste sensible quoi qu'il nous en coûte de fatigue, de souffrance, de solitude, etc. Ce qui fait de nous des héros et des héroïnes, c'est-à-dire cette capacité que nous avons contre vents et marées à rester des êtres pleinement sensibles, pleinement humains, pleinement sensibles avec un cœur ouvert. Donc ça, c'est mon hypothèse depuis longtemps, sauf qu'elle n'est pas partagée par les autres chercheuses et chercheurs, notamment dans le monde anglo-saxon, ce qui fait que j'ai mis un bémol à cette hypothèse en disant, bon, ben, moi je crois de toute façon que tous les enfants sont très sensibles jusqu'à 7 ans. Maintenant, peut-être que certains sont plus sensibles que la moyenne déjà dans leur enfance. Un jour, on aura peut-être la réponse, mais même sans réponse, ça n'est pas grave. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant quand plusieurs hypothèses scientifiques cohabitent, parce que ça donne plusieurs cartes, plusieurs clés de lecture, et tout ça peut coexister en enrichissant notre réflexion. Voilà, ça c'est un point de vue parmi d'autres, mais pour moi, il est important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le fait d'accepter que plusieurs réalités cohabitent avec le même degré de vérité, c'est une grande libération en fait d'accepter ça. Il y a quelque Exactement. chose qui s'ouvre à cet endroit-là aussi. Exactement. Euh, Ça devient quantique. ouais, Oui, exactement, ça oui, devient c'est ça. quantique, c'est-à-dire que l'observateur influence l'expérience, hein, c'est ce que nous dit la physique quantique. Donc forcément, moi en tant qu'observateur, je ne vais pas observer les mêmes choses qu'Hélène Aron ou quelqu'un d'autre par rapport à la sensibilité élevée. Et je pense que toutes les voix ont le même poids, toutes les voix ont la même importance. Et que la coexistence, la pluralité des points de vue sur la sensibilité élevée, ça fait la richesse de ce monde des personnes hautement sensibles. Ouais, super. Je voulais savoir si pour toi, il existait un distinguo entre l'empathie et la sympathie et que tu me l'explicites si jamais il y en a un pour toi. Alors, il y en a un petit. Euh, il faut savoir que du point de vue étymologique, c'est extrêmement proche parce que la sympathie, c'est sentir avec et l'empathie, c'est sentir en soi ce qui se passe pour l'autre. Donc, c'est extrêmement proche. Sympathie, empathie, en fait, sont extrêmement proches et on pourrait dire que un empathique non sympathique n'est pas un vrai empathique. C'est Ok. important. Hein, un empathique non sympathique n'est pas un vrai empathique. Il y a des gens qui déclarent comme ça, moi je suis hautement sensible donc je suis empathique. Ben non, c'est pas automatique. Il y a des personnes hypersensibles qui manquent d'empathie parce que leur histoire a fait que leur éducation ou leur traumatisme, etc. Donc à mon avis, pour être vraiment empathique, on a besoin de pouvoir être sympathique et de pouvoir vivre la compassion pour les autres. Donc je peux, en plus on sait que le premier niveau d'empathie est très développé chez les pervers et les sociopathes, c'est-à-dire que le premier degré d'empathie, c'est comprendre ce qui se passe pour l'autre et donc en jouer pour le manipuler. Alors que les autres niveaux d'empathie, ça va être ressentir en soi ce qui se passe pour l'autre, et déjà ça commence à résonner, il y a un écho, et puis après de pouvoir partager avec l'autre ce qui se passe, ce que je ressens de ce que tu es en train de vivre, et que l'autre puisse aussi me dire, voilà ce que je ressens moi de ce que tu es en train de vivre. L'empathie, c'est dans l'échange. C'est pas un truc comme ça, abstrait, où on aurait une espèce d'infrarouge ou de radio qui nous permettrait de scanner l'autre. Non, ça devrait s'appeler autrement. Ok. Bah, si je peux me permettre justement, ma vision de ce distinguo, pour moi, elle est plus appuyée. C'est-à-dire que pour moi, l'empathie, c'est rester distincte de la personne qu'on accueille, c'est rester soi.
La sympathie, c'est être poreux à l'émotion de l'autre et se laisser embarquer par cette émotion quelque peu. Et donc, du coup, dans mes accompagnements, je prends bien garde à être en empathie et pas en sympathie, sinon on se mettrait à pleurer ensemble et on n'arrêterait pas avant avant la fin de l'échange. C'est important de pouvoir reposer sa tête sur une épaule qui n'est pas en train de subir la même chose que nous et qui comprend néanmoins ce qui est en train de se passer pour nous. Voilà, le distinguo, moi, je le fais de cet ordre-là. Mais bon, après, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de versions différentes, c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui, c'est important en tout cas de pouvoir nuancer les Hmm. mots parce qu'en fait, nos expériences humaines, elles sont très fines et très nuancées. Donc chaque fois qu'on peut le faire, c'est formidable. Je vais à nouveau te partager quelque chose de personnel, mais j'ai fait une petite découverte me concernant et je pense que ça ne concerne pas que moi. En gros, je pars du principe que les hypersensibles ont accès à une envergure émotionnelle plus grande, mais que c'est pas forcément le gage d'une sensibilité plus ample. Alors, je vais essayer de m'expliquer. C'est qu'en gros, puisque on est décalé depuis le départ, on peut avoir, comme j'ai pu le faire moi-même, on peut s'être identifié au décalage qu'on ressent et donc rejeter le reste de l'humanité comme étant non valable quelque part. Donc, on va se mettre à dire que si on a une amplitude émotionnelle, si on, comment dire, l'amplitude émotionnelle de quelqu'un d'hypersensible, ce serait ça. D'accord? Et en fait, tout le monde a accès à ça, mettons. Et ben, quand il s'agit de cette zone-là, c'est comme si c'était une zone morte pour les gens qui ne veulent pas ressembler aux autres parce qu'ils ont compris qu'ils étaient suffisamment en décalage et trouver ça insupportable et s'identifier aux autres. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'on n'a plus accès qu'à une partie, en fait, qui est plus, je veux dire, qui représente des intensités plus grandes. Donc, en fait, le danger serait de se reconnaître uniquement dans les sensibilités extrêmement puissantes et de laisser tomber les petits signaux parce qu'ils appartiennent aux autres. Est-ce que ça te parle, ce que je te partage? Oui, ça me parle parce que le travers et la tendance de toutes les minorités. Dans l'histoire de l'humanité, toutes les minorités ont tendance à se croire supérieures parce que c'est une défense, c'est une façon de tenir bon face à l'adversité. Et ce qui est supérieur dans la sensibilité élevée, c'est le niveau de sensibilité. C'est pas l'être humain hautement sensible qui est supérieur. Et c'est très important de faire ce distinguo parce que depuis la grande vague, la grande mode de l'hypersensibilité depuis janvier 2021, la médiatisation à outrance, beaucoup de personnes se croient supérieures parce qu'elles sont hypersensibles. Alors je brandis mon étiquette hypersensible et donc je suis mieux que les autres. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Notre sensibilité est plus élevée que la moyenne, elle est forte, elle est intense, mais ça ne fait pas de nous des êtres complètement à part de l'humanité ou euh, mieux que les autres. Donc effectivement, la tendance serait de finalement devenir indifférent ou mépriser des sensibilités moyennes, et donc ce qui est lié à la sensibilité moyenne, comme tu le disais. Alors que quand on est hautement sensible, on a tout le registre de la sensibilité, du plus petit au plus grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il n'y a aucune raison de se couper d'une partie. Et c'est justement en se coupant de cette partie-là, la partie commune, on va dire, de la sensibilité humaine, que certaines personnes qui se disent hypersensibles ou qui le sont peuvent perdre leur empathie et que peuvent devenir des espèces d'ayatollahs ou de Savonarola de la sensibilité élevée avec des portraits robots de ce que c'est qu'un hypersensible en disant ah ben, si tu n'as pas cette case-là, tu n'es pas hypersensible. Ça n'est jamais catégorique, ça n'est jamais absolu, ça n'est jamais définitif. La sensibilité élevée, c'est une nature, c'est un tempérament, et chacune et chacun de nous le vivons à notre façon. Donc chacune et chacun de façon très unique et très différente, très singulière. Tout à fait d'accord. Je me demandais, et j'ai déjà posé cette question à Pierrick qui fait du dessin concernant l'hypersensibilité, il fait des BD justement. Mais cette question, elle me tient assez à cœur. Je me dis, est-ce que les contours et les critères de l'hypersensibilité, comme des autres étiquettes, en fait, finalement, les surdoués, les autistes, etc., sur cette chaîne, on s'intéresse aux étiquettes et en fait, on constate au fur et à mesure de l'exploration à quel point elles peuvent être éclairées sous différents angles et qu'en fait, elles sont plus vastes que ce qu'on pensait au départ et même quelquefois impalpables. Les frontières entre les Mmh, étiquettes et l'autre étiquette, des fois, ça se mmh, chevauche, ça se mmh. contredit. Enfin, il y a vraiment plein de cas. Et je me demandais si l'acception qui a été trouvée concernant l'autisme de spectre autistique pouvait également correspondre pour l'hypersensibilité, selon toi. Alors oui,
Je pense que dans la grande famille des personnes ultrasensibles, des personnes hautement sensibles, il y a des surdoués et il y a des personnes du spectre autistique. Moi, je me suis longtemps posé la question, d'ailleurs, c'est une question qui reste ouverte, sur une part d'autisme, une forme d'autisme en moi. Donc oui, je pense que tout ça, et puis il y a certainement des personnes hyperactives, il y a des personnes dyspraxiques, il y a des personnes, il y a tout, c'est une grande famille, la sensibilité élevée, donc on peut y retrouver des liens avec d'autres familles. Mmh. L'horaire arrivant, je vais te poser la question de savoir si est-ce qu'il y a un aspect très important qu'on a loupé dans l'échange qu'on vient d'avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant que Gaëtan arrive pour te poser quelques questions? Alors moi, je trouve que déjà notre entretien était très complet et complexe. Je pense que c'est très important d'intégrer la complexité à nos réflexions, que toutes les simplifications, ce sont des mensonges sur la réalité, ou comme tu le disais tout à l'heure, hein, ça objectivise, ça instrumentalise le réel alors que le réel nous échappe. Euh, Moi, j'invite les personnes qui nous écoutent à, à vivre leur sensibilité de l'intérieur, euh, à percevoir comment elles sont ultra sensibles et à l'exprimer à leur façon. D'ailleurs, pour la prochaine semaine de la sensibilité qui aura lieu en janvier, là autour du 13 janvier, j'invite les personnes qui le souhaitent à créer leur portrait ultra sensible, un portrait vidéo ou audio d'à peu près 3 minutes, pour que chaque jour, il y ait sur les réseaux sociaux des portraits ultra sensibles qui soient proposés et qu'on voit bien l'immense diversité de la sensibilité élevée vécue par chacune et chacun de façon différente. Donc là, moi, ce que je voudrais dire, c'est insister sur cette complexité, sur cette diversité. On parle de biodiversité, elle existe chez les humains et elle existe chez les ultrasensibles, chez les personnes hautement sensibles, pour qu'on se rende compte à quel point c'est passionnant, non seulement d'être très sensible, d'être hautement sensible, mais de voir que les autres le sont d'une façon différente de la mienne. Et que cette ouverture, cette fluidité rendra la haute sensibilité d'autant plus facile à vivre pour chacune et chacun, qu'on n'essaiera pas de l'extérieur de vouloir ressembler à l'étiquette officielle de l'hypersensibilité, mais de vivre de l'intérieur comme je suis, ma propre sensibilité élevée. Merci pour ça et pour tout l'échange qu'on vient d'avoir. J'aurais aimé explorer Merci. avec toi le rapport des hypersensibles à l'ego, mais peut-être que ce sera l'occasion d'un nouvel entretien, on sait Oh oui, jamais. parce qu'il y a beaucoup à dire. Ouais, ok, super. Bah alors, le rendez-vous est pris sans date précise, mais on se reverra alors avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Super. Bah, merci pour ta générosité. Je passe maintenant la parole à Gaëtan et je Merci, reviendrai merci tout à Mathieu. l'heure pour la conclusion. Merci à toi. Alors, effectivement, j'arrive pour la fin. Mon positionnement, c'est d'avoir écouté tout simplement votre interview, à Mathieu et à toi, Saverio, d'avoir pris plaisir à écouter tout ça avec un côté candide. Et je reviens vers toi maintenant, en fait, pour pouvoir, te poser quelques questions supplémentaires sur certaines choses. Comme par exemple, à un moment donné, tu nous as dit qu'en 2021, il y avait une mise en avant de l'hypersensibilité et je me demandais qu'est-ce qui s'était passé en 2021 de particulier par rapport à ça? Alors, oui, c'est important. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je cherche sur la sensibilité élevée. Hélène Aron a commencé au début des années 90. Son premier livre est sorti aux États-Unis en 1996. Euh, les recherches sur la sensibilité élevée sont restées confidentielles jusqu'en 2018, où il y a eu des émissions à la radio qui ont commencé à en parler. Mais ça restait un groupe restreint de personnes qui s'intéressaient à cette question. En janvier 2021, deux livres très médiatisés sont sortis. Un d'un philosophe qui s'appelle Fabrice Midal, l'autre d'un acteur qui s'appelle Maurice Barthélémy. Et de par leur médiatisation préalable, le fait que ce sont des hommes qui passent facilement à la radio et à la télévision, eh bien tout d'un coup, la question de l'hypersensibilité, de la sensibilité élevée, a pris le devant de la scène. Ce qui est très bien parce que ça permet d'en parler, mais avec le revers que, comme dans tous ces mouvements médiatiques très forts, il y a quelques mois pendant lesquels tout le monde se dit hypersensible de façon assez automatique, sans prendre trop le temps de se rendre compte si on l'est vraiment ou pas. OK. De ce que j'ai retenu de ce que tu nous as dit, tu nous as parlé de la chance que tu avais eue d'être pendant ton enfance dans un îlot privilégié d'artistes, que pour autant tu pouvais ressentir un décalage, dans ton être au monde.
que tu avais des parents qui étaient issus des sciences dures. Je me suis demandé, du coup, c'était quoi les sciences dures de tes parents? Dans lesquelles Alors, ils c'est les moins exerçaient? durs des sciences dures, ils sont biologistes, ils sont dans les sciences de la nature, les sciences naturelles, mais c'était tout de même des scientifiques rigoureux, sérieux, voilà. C'est un autre style que les artistes. D'accord. À 20 ans, donc, tu es parti à commencer une psychanalyse avant de toi-même devenir psychanalyste. Et j'ai beaucoup apprécié cette petite phrase de toi qui disait: c'est de l'écoute, la psychanalyse, c'est de la musique. Donc, je suis prêt à aider les gens à épanouir leur voix, V-O-I-X et V-O-I-E. Et c'est là que tu t'es dit, apparemment, de ce que tu nous as entretenu, que ta sensibilité, tu l'as pas vue comme un problème, mais au contraire comme quelque chose qui allait pouvoir être très riche pour ton travail de psychanalyste. Tu nous as parlé de dépasser l'étiquette pour aller vers sa propre humanité, pour aller vers sa singularité. Et ça te permettait de te dire que comme ça, si chacun pouvait montrer au monde sa sensibilité ou sa singularité, ça pourrait nous donner un monde plus coloré. Et tu nous as dit, tu disais à Mathieu, plus je t'entends parler finalement, et plus je te sens plus. Donc ce rapport à la sensibilité, aux sensations, et tu as donné une définition en disant la sensibilité, c'est pas simplement les émotions, mais c'est aussi les sensations y compris tout ce qui se passe dans le corps. Ce sont aussi les sentiments, et tu as rejoint la sensibilité avec l'intuition et aussi l'imagination. Donc si jamais à un moment donné je déforme ou j'oublie quelque chose, n'hésite pas à intervenir. Non, c'est très bien. Merci. Une émotion messagère dans le corps, ça aussi je l'ai retenu. Et tu nous as parlé d'une société empreinte de morale et non pas d'émotion. Et je me posais la question, est-ce que la morale pour toi de notre société, alors déjà, est-ce que tu évoques une société qui serait européenne ou plus globale que ça quand tu parles de société? Et puis, est-ce que cette morale, tu la vois comme un carcan, comme une étiquette le serait? Oui, alors effectivement, toutes les sociétés ont des morales, toutes partout, c'est pas possible autrement, hein, puisque c'est une façon d'organiser les relations entre humains dans une société. Et là, je faisais peut-être plus référence au monde occidental qui est passé d'une chape de plomb, ou en tout cas d'une très forte morale religieuse, à des morales différentes, qui peuvent être des morales sanitaires, hein, on l'a vu ces dernières années, mais aussi des morales de psychologie, de philosophie, de politique, etc. Et ces morales qui sont comme une espèce d'ensemble de façon de voir le monde, de dogmes et de contraintes, de critères imposés entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et que tout ça nous contraint, nous étouffe, nous rétrécit. La morale, elle est là. Donc ce qui compte, c'est de pouvoir la repérer, dans quel environnement je vis, quelle est la morale de cet environnement, pour pouvoir s'en libérer et accéder à l'éthique qui est pour tous les humains partout sur la planète à tout moment de l'histoire de l'humanité, et qui va être finalement extrêmement simple: respecter l'autre, l'écouter, l'accueillir, être dans la solidarité et favoriser la vie, toujours favoriser la vie. Et pour nous qui sommes sensibles et essayons d'avoir le cœur ouvert, être dans l'amour, l'amour de la vie, l'amour de l'autre, l'amour de ce que nous faisons, de ce que nous disons et de ce que nous donnons. Quand je t'entends parler d'amour, ça me fait revenir vers ce que tu as dit sur l'exaltation, sur le fait d'aimer être submergé par tes émotions et que ça te permettait de te sentir puissant. Voilà, aimer, exaltation, puissance de l'amour. Je trouve ça très joli ce que tu nous as évoqué par rapport à ça. Et sur la partie créative, il y a une petite analogie qui m'est venue pendant que je vous écoutais tout à l'heure pendant l'interview. Quelque part, ça peut être une analogie pour amener ça vers quelqu'un qui ne serait pas concerné par l'hypersensibilité. En fait, mon analogie, c'était par rapport aux ultrasons, ultrasensibles comme ultrasons. C'est-à-dire que, on sait qu'il y a des sons qui ne sont pas accessibles par rapport à notre moyenne d'audition. Et peut-être qu'on peut accepter aussi qu'il y a, d'un point de vue émotionnel ou sensibilité, pour certaines personnes, une zone qui n'est pas accessible non plus par une moyenne de gens. Tu as, C'est tu as, exactement ça. tu as Exactement ça, évoqué une définitivement. vingtaine à trentaine de pourcents, je crois, de Oui. personnes. Ça dépend des études, mais effectivement, c'est entre 20 et 30%. Les études les plus récentes donnent un peu plus de 30% de la population mondiale
qui seraient concernés par cette ultra-sensibilité. Tu as évoqué le besoin de la fidélité dans les relations avec les autres et l'hyperstimulation qui pouvait amener jusqu'à la saturation. Du coup, cela amenait souvent les hypersensibles à de la fatigue et c'est tellement d'actualité puisqu'en ce moment c'est la rentrée. Ça veut dire qu'on retrouve tous les uns les autres, nos collègues, notre travail, les choses à faire, les objectifs. Et pour un hypersensible, eh ben effectivement, je peux comprendre que la fatigue arrivé au bout de ces premières journées est assez intense. Je dis ça pour moi-même le vivre. Et cette évocation d'avoir besoin à un moment donné de se retirer pour faire une pause, effectivement, c'est des choses qui peuvent être ressenties dans le corps. Donc tout ça, ça m'a bien parlé. Et puis j'ai retenu aussi une hypothèse, alors tu as bien dit, hein, c'est une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle jusqu'à 7 à 9 ans, les enfants seraient potentiellement tous hypersensibles et que ça serait l'adaptation qui ferait rentrer dans le rang, et ça me fait penser justement à la cour d'école, hein, rentrer dans le rang, des choses peut-être beaucoup ont déjà connues, et ça me fait penser aussi à cette expression finalement 7 ans. J'ai un gros souvenir de c'est l'âge de raison. Est-ce que l'âge de raison serait l'injonction à mettre de côté cette hypersensibilité? Certainement, c'est-à-dire que d'un certain côté, d'un côté biologique, à partir de 7, 8, 9 ans, le cerveau rationnel se développant plus, l'enfant peut commencer à prendre de la distance avec ses émotions, mais comme c'est effectivement une idée répandue que l'âge de raison commence à 7 ans, on inculque aux enfants qu'à partir de 6-7 ans, l'entrée au cours préparatoire à peu près, l'enfant ne va plus pouvoir jouer comme il faisait avant, ne va plus pouvoir s'amuser, mais va devoir devenir sérieux, raisonnable, travailler et finalement surdévelopper ses capacités intellectuelles par rapport à toutes les autres capacités qu'il a en tant qu'être humain. C'est très clair. Je voudrais te remercier, Merci. Saverio. Merci pour cet entretien. Merci Merci. d'avoir pu revenir sur celui-ci avec moi aujourd'hui. Et comme Mathieu l'évoquait tout à l'heure, j'espère te dire à très bientôt. À Et bientôt. merci, merci. Merci. Belle journée. Merci beaucoup Saverio pour ta confiance et pour cet échange sincère, riche, divers et humain. Les liens pour accéder à tes livres et à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son soutien indéfectible, pour son esprit de synthèse et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire et à t'abonner, bien entendu. N'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!